Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va expliquer les deux dernières leçons de grammaire pour cette année dans la séquence 6. Pour cela, on va diviser notre travail en trois parties. Premièrement, on va faire une petite introduction. Deuxièmement, on va parler de la proposition subordonnée de cause et de conséquence. À la fin, on va parler des propositions subordonnées participiales et infinitifs. Alors, commençons par la première partie, l'introduction qui va être une petite récapitulation parce qu'on a déjà pris tout ça. On va voir qu'est-ce qu'une phrase simple, qu'est-ce qu'une phrase composée et qu'est-ce qu'une phrase complexe. J'ai donné des exemples. Premièrement, pour savoir délimiter une proposition ou bien une phrase, on doit savoir le nombre de propositions. Et on a déjà pris, pour savoir le nombre de propositions, on doit compter les verbes conjugués, seulement les verbes conjugués. S'il y a un seul verbe conjugué, c'est-à-dire c'est une phrase simple parce qu'il y a une seule proposition. Plus qu'un seul verbe conjugué, ça veut dire deux verbes conjugués et plus. Donc dans ce cas-là, deux propositions, ça doit être ou bien une phrase composée ou bien une phrase complexe. Et on va voir la différence entre les deux. Pour la phrase composée, s'il y a des propositions indépendantes, donc c'est une phrase composée. S'il y a une proposition principale et une proposition subordonnée, dans ce cas-là, c'est une phrase complexe. Dans les exemples suivants, on va prendre la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Vous pouvez suivre avec moi. Commençons par la première phrase. Il terminera son devoir dans 1 heure. Le verbe conjugué, c'est terminera. Donc un seul verbe conjugué, alors une seule proposition. Donc c'est une phrase simple. Je répète, je suis en train de parler rapidement parce que c'est une leçon déjà prise, mais je suis obligée de faire cette introduction pour comprendre la suite. Deuxième phrase. Les élèves ont été punis sévèrement. Le verbe conjugué ont été punis. C'est un temps composé à la voix passive. Encore un seul verbe conjugué, c'est-à-dire une seule proposition, alors aussi c'est une phrase simple. J'ai donné exprès cette phrase pour voir, même s'il y a 2 mots ou 3 mots dans le verbe conjugué, ça reste un seul verbe, donc une seule proposition. Il faut comprendre le sens de la phrase. Troisième exemple. Toute la famille est fâchée, la sortie est annulée. Si on va compter les verbes conjugués, il y a est et il y a est. Donc 2 verbes conjugués, alors 2 propositions. Alors, ou bien ça va être une phrase composée, ou bien une phrase complexe. Par quoi sont reliées les 2 propositions? Où est la première, premièrement? Toute la famille est fâchée. C'est la première proposition. Où est la deuxième? La sortie est annulée. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a 2 points. Donc, je vous rappelle, quand les propositions sont reliées par 2 points, ou bien virgule, ou bien point-virgule, la première est une proposition indépendante et la deuxième proposition indépendante juxtaposée. D'accord? Donc, proposition indépendante juxtaposée quand il y a entre les deux, virgule, point-virgule ou 2 points. Je passe à la deuxième phrase. Elle a très bien étudié, mais elle n'a pas pu réussir. Ici, a étudié, c'est le premier verbe conjugué. A pu, deuxième verbe. Ici, les verbes sont séparés. Le même verbe parce qu'il est un temps composé, donc il est séparé, mais ça reste un seul verbe. Donc ici, 2 verbes, donc 2 propositions. La première proposition, elle a très bien étudié. La deuxième, mais elle n'a pas pu réussir. Par quoi sont reliées les 2 propositions? Par mais. Et on sait, mais, c'est une conjonction de coordination. Mais, ou, est, donc, or, ni, car. Quand les 2 propositions sont reliées par une conjonction de coordination, dans ce cas, la première est une proposition indépendante. J'écris en abréviation parce que je suis en train de prononcer les mots. La deuxième proposition indépendante coordonnée. Parce qu'il y a une conjonction de coordination. Mais il y a des élèves qui croient que seulement s'il y a une conjonction de coordination, dans ce cas-là, la première est indépendante, la deuxième est indépendante coordonnée. Pour cela, j'ai donné un autre exemple, pour vous dire que non, pas seulement quand il y a une conjonction de coordination, et quand il y a aussi un adverbe de liaison. Et on sait les adverbes. Comme on a terminé nos devoirs, alors on peut sortir. Ici, a terminé le premier verbe, peut le deuxième. Sortir, on ne va pas le considérer parce qu'il est à l'infinitif. Donc 2 propositions. La première, on a terminé nos devoirs. La deuxième, alors on peut sortir. 2 propositions. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Alors, donc c'est un adverbe. Pour cela, la première proposition indépendante,
la deuxième proposition, indépendante, coordonnée. Alors, quand il y a une proposition indépendante et une autre indépendante, dans ce cas-là, on est en train de parler d'une phrase composée. D'accord? Je vous rappelle, quand il y a une proposition indépendante et une autre proposition indépendante, que ce soit juxtaposée ou coordonnée, dans ce cas-là, c'est une phrase composée. Passons maintenant à la phrase complexe. C'est quoi la phrase complexe? Il n'y a pas de proposition indépendante, il y a une proposition principale et une autre subordonnée. Principale, comme son nom l'indique, elle est la proposition la plus importante de la phrase. La subordonnée, elle doit compléter la principale et elle ne peut pas exister sans la principale. On a déjà pris ça. Quand la phrase est composée d'une proposition principale et d'une autre subordonnée, dans ce cas-là, c'est une phrase complexe, pas composée. Ce qui nous intéresse maintenant, de savoir les 5 natures de propositions subordonnées. Il y a 5 natures et chaque subordonnée a ses conditions et a ses fonctions. On va diviser ces propositions subordonnées en 2 parties. Premièrement, il y a les propositions subordonnées avec un mot subordonnant et les propositions subordonnées sans mot subordonnant. Premièrement, pour les propositions subordonnées avec un mot subordonnant, il y a la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée interrogative indirecte et la proposition subordonnée conjonctive. C'est 3. Vous allez me dire, mesdemoiselles, on a déjà pris la proposition subordonnée complétive. C'est vrai. La proposition subordonnée complétive est une partie de la conjonctive. Quand la subordonnée conjonctive commence par que, dans ce cas-là, c'est une proposition subordonnée complétive. C'est-à-dire, n'importe quelle proposition subordonnée complétive est conjonctive, mais pas n'importe quelle conjonctive est complétive. Il faut qu'elle commence par que. Puis, les 2 propositions subordonnées sans subordonnant, il y a la proposition subordonnée participiale et la proposition subordonnée infinitive. Ces 2 propositions, on va prendre ça dans la 3e partie à part. Maintenant, c'est une introduction seulement parce que cette leçon est déjà prise, mais je suis obligée de le répéter pour pouvoir comprendre la suite et se récapituler. Donc, pour la phrase complexe, les 3 propositions subordonnées avec un mot subordonnant, encore pour se récapituler, je vous ai donné un exemple de chaque proposition subordonnée. La première, la leçon dont je vous ai expliqué est facile. Donc, il y a est expliqué le premier verbe et le deuxième verbe. Ici, la proposition subordonnée se trouve au milieu, dont je vous ai expliqué. C'est la proposition subordonnée. Ce qui reste, c'est la proposition principale. Comment j'ai pu savoir? À partir du mot subordonnant. D'accord? Ici, cette proposition subordonnée commence par un pronom relatif et elle complète le nom, le son. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Et pour vous rappeler, la subordonnée relative, elle a toujours une seule fonction, parce que c'est une expansion du nom, c'est complément de l'antécédent. Donc, c'est une seule fonction, complément de l'antécédent, ici, complément de l'antécédent, le son. Deuxième proposition subordonnée. J'aime savoir pourquoi tu pleures. Donc, le premier verbe, c'est j'aime. Le deuxième, pleure. 2 propositions. J'aime savoir. La première proposition, pourquoi tu pleures. La deuxième proposition. Ici, pourquoi tu pleures? On est en train de demander une question d'une façon indirecte. Donc, il n'y a pas un point d'interrogation à la fin. Alors, c'est une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Et bien sûr, ce qui reste, c'est la proposition principale. La proposition subordonnée, interrogative, indirecte, elle a une seule fonction, c'est un COD du verbe de la principale. C'est-à-dire ici, j'aime savoir quoi, pourquoi tu pleures. COD du verbe savoir. C'est la deuxième subordonnée. La dernière proposition subordonnée, c'est la subordonnée conjonctive. Contrairement à la relative et l'interrogative indirect qui ont une seule fonction, ici complément de l'antécédent, ici COD, la conjonctive, même la complétive, peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut être sujet, ça peut être attribut, COD, COI, complément circonstanciel. Pour cela, dans la deuxième partie de la leçon, on va prendre une seule fonction qui est la proposition subordonnée circonstancielle de cause et de conséquence, plutôt de fonction. Alors, je vais donner un exemple ici. Quand le professeur rentre, tout le monde se lève. Donc, il y a rentre, le premier verbe, se lève, le deuxième verbe, 2 verbes conjugués, c'est-à-dire 2 propositions. Quand le professeur rentre,
C'est la première proposition. Tout le monde se lève. Deuxième proposition. Donc la première, parce qu'il y a le quand, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Elle ne complète pas un nom. On ne pose pas une question d'une façon indirecte, donc il reste conjonctif. Il y a un mot subordonnant. La dernière, c'est la principale. Quelqu'un va me dire, demoiselle, mais il y a virgule. Même s'il y a virgule, on ne peut pas dire que c'est une proposition indépendante. Il y a le quand. Donc il y a une principale et l'autre est subordonnée. Dans ce cas-là, elle ne commence pas par que. Donc ce n'est pas complétif, c'est conjonctif. Qu'est-ce qu'elle a comme fonction? C'est un cessé de temps. Et donc, comme je vous ai dit, il y a complément circonstanciel, COD, COI, sujet, attribue plusieurs fonctions, mais nous, on va se concentrer sur une seule fonction dans la deuxième partie. Donc comme ça, on a vu les objectifs déjà précisés. Premièrement, on a pu délimiter une proposition, on a pu repérer une proposition indépendante, principale et subordonnée. À la fin, on a distingué entre la phrase composée et la phrase complexe, puis on a su maintenant les 5 propositions subordonnées. Dans la deuxième partie, on va prendre une autre fonction, la dernière fonction de la proposition subordonnée conjonctive. Donc c'est fini la première partie. Alors, on continue mes chers élèves. On a commencé par la première partie, on l'a terminée. C'était une petite introduction et une récapitulation. Maintenant, notre leçon qui se retrouve dans votre manuel scolaire, à la page 200, c'est les propositions subordonnées circonstancielles de cause et de conséquence. Et comme j'ai déjà précisé avant, c'est une fonction de la proposition subordonnée conjonctive. Donc d'accord, on est en train de prendre maintenant la proposition subordonnée conjonctive, une fonction complément circonstanciel. Nous, on a déjà pris les compléments circonstanciels de but, d'opposition, de condition, d'hypothèse, de concession, de temps. Maintenant, il nous reste la cause et la conséquence. Alors moi, j'ai donné quelques exemples pour savoir délimiter les propositions subordonnées de cause ou de conséquence. Notre but, premièrement, savoir qu'est-ce que la cause, qu'est-ce qu'il peut avoir comme nature, ce complément circonstanciel, et à la fin, dans la proposition subordonnée conjonctive, quels sont les mots subordonnants qu'on utilise. Premièrement, qu'est-ce que la cause? C'est un fait qui cause un autre fait, qui entraîne un autre fait, si vous voulez. Pour savoir la cause, on demande pourquoi. Bien sûr, nous, on va se concentrer sur la proposition subordonnée circonstancielle, mais on va prendre quelques phrases contenant un complément circonstanciel de cause pour savoir seulement c'est quoi la cause. Commençons par la première phrase. Le pays est prospère grâce à ces jeunes. Si on demande la question pourquoi le pays est prospère, grâce à ces jeunes, c'est un complément circonstanciel de cause qui a comme nature groupe nominal, c'est-à-dire nature, groupe nominal, fonction, complément circonstanciel de cause. Deuxième phrase, il est parti à cause de. Pourquoi il est parti? À cause de. Si vous avez remarqué ici, le mot noyau, c'est un pronom personnel. Donc ici, c'est un groupe pronominal. Ça peut être un groupe nominal, un groupe pronominal. Elle a réussi, elle a très bien étudié. Pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle a très bien étudié. Il y a 2 points entre les deux. Donc c'est une proposition indépendante, juxtaposée. Ici, on ne peut pas dire qu'elle a comme fonction complément circonstanciel de cause, parce que déjà les propositions indépendantes et les propositions principales n'ont pas de fonction. Mais du sens, on comprend qu'il s'agit de cause. Pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle a très bien étudié, donc c'est la cause. Et si ça exprime la cause, je répète, mais pas qu'en fonction c'est ces 2 causes. Fatiguée, maman dort tôt. Pourquoi maman dort tôt? Parce qu'elle est fatiguée. On a mis un muet parce qu'on est en train de décrire maman. Si vous avez remarqué, c'est séparé de maman par virgule. Donc nature, c'est un adjectif qualificatif. Fonction, c'est apposé au nom maman. C'est un adjectif apposé. Mais à partir du sens, si on demande la question « Pourquoi maman dort tôt ?» Parce qu'elle est fatiguée. Donc ça exprime aussi la cause. Donc ici, mon but de vous montrer qu'on peut exprimer la fonction de plusieurs façons. Étant courageux, ils vont réussir. Pourquoi ils vont réussir? Étant courageux, c'est-à-dire parce qu'ils sont courageux. Et si c'est un groupe participial.
D'accord? Donc comme ça, on a vu que le complément circonstanciel de cause peut avoir plusieurs natures, de 1. De 2, même s'il n'a pas comme fonction cessé de cause, parfois on peut exprimer la cause dans une phrase à partir d'un apposé, d'un groupe participial, ici ayant comme fonction, et si ça a comme fonction cessé de cause, cette phrase, ils vont réussir. Pourquoi? Parce qu'ils sont courageux. Ici, cessé de cause. Donc la cause, je répète, c'est un cause, c'est un fait qui entraîne un autre fait. Pour savoir la cause, on demande pourquoi. Notre but dans la leçon est de savoir les subordonnées circonstancielles. Quand je dis subordonnées, c'est-à-dire les subordonnées conjonctives, parce qu'on a déjà pris la relative, toujours complément de l'antécédent, l'interrogatif indirect, toujours COD. Donc il reste la conjonctive qui peut avoir plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, on est en train de prendre le complément circonstanciel de cause. Donc, comme nature, proposition, subordonnée, conjonctive. Comme fonction, complément circonstanciel de cause. Voyons maintenant quelques propositions. Il n'est pas venu parce qu'il est malade. Les verbes est venu, le premier verbe et le deuxième verbe, donc 2 propositions. C'est la première, il n'est pas venu, qui est la proposition principale. Parce qu'il est malade, c'est la proposition subordonnée conjonctive. Donc nature, proposition subordonnée conjonctive. Introduite par la locution conjonctive parce que. Fonction, on demande la question pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il est malade, donc c'est un complément circonstanciel de cause du verbe venir. Du verbe venir. C'est la fonction. Donc ici, on a utilisé comme mot subordonnant parce que. Malheureusement, toujours les élèves, quand ils disent cause, parce que, non. On va voir maintenant d'autres mots subordonnants. Mais la question qui se pose, vous allez me dire, demoiselle, est-ce que toujours la proposition subordonnée conjonctive de cause est après la principale? Non, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on va voir d'autres phrases où elle est au début. Continuons la phrase. Comme il fait beau temps, nous allons à la plage. Ici, fait, allons. 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. La première, comme il fait beau temps, nous allons à la plage, la deuxième. Ici, c'est la principale. Ici, nature, proposition subordonnée conjonctive. Fonction, complément circonstanciel de cause. Pourquoi nous allons à la plage? Parce qu'il fait beau temps. Donc, ici, vous avez remarqué, on a mis la proposition subordonnée de cause au début. Et on a changé le mot subordonnant, on a mis comme. Donc nous, à partir du sens, on peut comprendre quand est-ce qu'il faut mettre comme, quand est-ce qu'il faut mettre parce que, parfois on peut mettre les deux, ça dépend de la phrase. On continue à notre exemple en changeant aussi le mot subordonnant. Puisque tu es fatigué, nous rentrons à la maison. Donc 2 propositions, une est principale, une subordonnée. Pourquoi nous rentrons à la maison? Puisque tu es fatigué. Donc ici, on a mis puisque. Vu que sa moyenne est basse, il doit doubler ses efforts. Pourquoi il doit doubler ses efforts? Vu que sa moyenne est basse. Ici, on a utilisé vu que. Ici, par exemple, si vous lisez la phrase, puisque sa moyenne est basse, il doit doubler ses efforts, c'est pas logique. Vu que sa moyenne est basse, il doit doubler ses efforts. Dernière phrase pour le complément circonstanciel de cause. Elle n'est pas venue à la soirée sous prétexte qu'elle avait du travail. Qu'est-ce qu'elle a présenté comme prétexte? Sous prétexte qu'elle avait du travail. Donc pourquoi elle n'est pas venue à la soirée sous prétexte qu'elle avait du travail? C'est le complément circonstanciel de cause. Pourquoi il commence par sous prétexte que? Donc voici les mots de liaison qu'on peut utiliser pour exprimer la cause. Il y en a d'autres, vous pouvez les voir dans votre manuel à la page 200. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je serai à votre disposition. Mais ici, ce sont les mots de liaison, les connecteurs les plus utilisés. Parce que, comme, puisque, vu que, sous prétexte que. Ça, concernant la cause. Passons maintenant à la conséquence. La conséquence, c'est un fait qui, disons, résulte d'un autre fait. C'est le résultat. La conséquence, toujours à peu près, quand il y a dans une phrase une cause, on peut trouver une conséquence. Donc la conséquence, c'est le résultat. Qu'est-ce qui résulte de ce fait-là? Quelle est la conséquence? Quel est le résultat? Si je veux revenir avant à quelques phrases ici, disons cette phrase. Elle a réussi, elle a très bien étudié. Nous, on a déjà dit avant, ça exprime la cause. Si on dit elle a très bien étudié, quelle est la conséquence? Quel est le résultat de ces études qu'elle a réussi? C'est la conséquence.
D'accord? Donc habituellement dans la phrase, il y a la conséquence et la cause. Maintenant, j'ai donné quelques phrases où il y a des propositions subordonnées circonstancielles de conséquences et j'ai changé les mots subordonnants pour savoir les utiliser, pour ne pas utiliser toujours le même mot subordonnant. Voyons ces phrases où après je vais vous dire qu'est-ce qu'on pose surtout comme question à l'examen officiel concernant la cause et la conséquence. Première phrase, il s'est si bien entraîné qu'il a remporté le premier prix. Donc, deux propositions, une principale, une subordonnée. La subordonnée, c'est si bien qu'il a remporté le premier prix. Donc, le mot subordonnant, c'est si bien que. Il s'est entraîné, c'est la principale. Donc, on dit pourquoi il a remporté le premier prix? Parce qu'il s'est bien entraîné. C'est la principale qui exprime l'idée de la cause. La conséquence de cela, parce qu'il a très bien entraîné, parce qu'il s'est très bien entraîné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le résultat? Il a remporté le premier prix. Donc ici, c'est une nature, proposition subordonnée conjonctive, fonction, complément circonstanciel de conséquence. Et on a vu le mot de liaison, si bien que. Le connecteur utilisé. Il est tellement motivé qu'il s'entraîne même le dimanche. Une autre phrase. Il est tellement motivé, même le dimanche, il est en train de s'entraîner parce qu'il est motivé. Comme vous, vous êtes tellement motivé que vous allez profiter de ces vacances pour étudier même le dimanche. Je plaisante, bien sûr. Il est tellement motivé qu'il s'entraîne même le dimanche. Alors, où est la proposition subordonnée? Tellement qu'il s'entraîne même le dimanche. La principale, il est motivé. Ici, la principale exprime la cause. Bien sûr, elle n'a pas comme fonction si c'est de cause, parce que la principale n'a pas de fonction. Mais puisqu'il est motivé, parce qu'il est motivé, quelle est la conséquence de cette motivation? Qu'il s'entraîne même le dimanche. C'est la conséquence. Une autre phrase. Cet été, les touristes étaient rares, comme ce qui se passe chez nous au Liban malheureusement, à tel point que certains hôtels ont fermé. Donc s'il n'y a pas de touristes, comment les personnes vont venir? Donc on va fermer les hôtels. Alors ici, à tel point que certains hôtels ont fermé, c'est la conséquence. Pourquoi les hôtels ont fermé? Parce que les touristes étaient rares. C'est la cause. Les touristes étaient rares. Quel a été le résultat? Quelle est la conséquence? Que certains hôtels ont fermé. C'est la conséquence. Dernière phrase. Il suffit de prononcer un mot pour qu'il s'énerve. Pourquoi il va s'énerver? Parce qu'on a prononcé un mot. Prononcer un mot. Quand je prononce ce mot, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence? Il s'énerve. Alors ici, vous êtes habitué habituellement. Donc quand je dis pour que, c'est but. Non, ce n'est pas nécessaire. Ici, ça exprime la conséquence. Et vous savez très bien qu'après pour que, il faut mettre le verbe au subjonctif. Donc ici, ça exprime la conséquence. Regardez combien de mots subordonnants on a utilisés. Si bien que, tellement que, à tel point que, pour que. Il y en a d'autres encore dans votre manuel pour les voir. Il reste une seule chose à dire dans cette seconde partie. Qu'est-ce qui nous intéresse de savoir surtout? Bien sûr, ce que j'ai dit est important. Pas seulement en tant que grammaire, même dans la production écrite, le fait de rédiger des sujets en utilisant les propositions subordonnées de cause, de conséquence, de but, d'opposition, tout ce qu'on a appris, ça améliore votre niveau dans la production écrite. Pour cela, n'étudiez pas cette leçon seulement en tant que leçon de grammaire, même pour la production écrite, pour rédiger. Alors, ce qu'on demande surtout comme examen officiel, s'il y a cette phrase par exemple, je veux demander une question à propos de cette phrase. Je peux effacer cette partie seulement puisqu'on a terminé. Il nous demande ici, ils ont travaillé, ils ont réussi. Donc, le premier verbe ont travaillé, deuxième ont réussi. Il y a entre les deux points. Donc, proposition indépendante, juxtaposée. Alors, c'est une phrase composée. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous demander à l'examen officiel? Ils nous demandent de transformer cette phrase composée en une phrase complexe de façon à montrer, je veux prendre deux cas. Premièrement, la cause. Deuxièmement, la conséquence. Je répète la question, c'est-à-dire on a une phrase composée. Nous, on va la transformer en phrase complexe. Quand je dis phrase complexe, c'est-à-dire proposition principale et une autre subordonnée. Il n'y a plus de proposition indépendante. La première fois, on va mettre la proposition subordonnée comme cause. Donc, on va utiliser ces mots subordonnants. La deuxième fois, on va mettre la proposition subordonnée de conséquence en utilisant ces mots subordonnants. J'ai donné un exemple facile. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont travaillé, ils ont réussi. On peut dire ils ont réussi parce qu'ils ont travaillé. Donc, parce qu'ils ont travaillé,
c'est la proposition subordonnée conjonctive exprimant la cause. Ici, c'est la principale. Comme ça, j'ai transformé la phrase composée en phrase complexe. La deuxième partie, on peut dire ils ont travaillé si bien qu'ils ont réussi. Donc, la cause, ils ont travaillé. Quel est le résultat de ce travail, si bien qu'ils ont réussi? C'est une proposition subordonnée de conséquence. Comme ça, on a transformé la phrase composée en une phrase complexe. Cette question se répète trop à l'examen officiel. J'ai donné quelques exemples. Bien sûr, dans votre livre, il y a plusieurs exemples. Et bien sûr, après, en groupe, je vais vous donner des exercices à faire, des exercices d'application. Je vous dis quelle page et quel numéro. Ou bien, je vous envoie des fiches tapées. Mais pour le moment, je crois qu'on a pu comprendre et reconnaître et employer les subordonnés de cause et de conséquence et utiliser les connecteurs adéquats. Alors, on a terminé la deuxième partie, il nous reste la troisième partie. Alors, mes élèves, maintenant, on va terminer notre leçon par la troisième partie. On a fait l'introduction, on a travaillé la cause et la conséquence. Il nous reste la dernière partie, les propositions subordonnées sans subordonnant. Donc, ça va être dans votre manuel scolaire à la page 214. Je vais vous donner quelques exemples. On va savoir les conditions de ces deux propositions. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis prête. Commençons. Il y a deux propositions subordonnées sans subordonnant, comme on a déjà dit dans l'introduction. Il y a les propositions subordonnées infinitives, VE infinitive s'il vous plaît, parce qu'on dit une proposition. Et il y a les propositions subordonnées participiales. Pour pouvoir identifier les propositions subordonnées infinitives, comme son nom l'indique, il va y avoir premièrement trois conditions. 1. Sans subordonnant, sans mot subordonnant. Deuxièmement, pourquoi on l'appelle proposition subordonnée infinitive? Parce qu'il y a comme noyau, le noyau de cette proposition est un verbe à l'infinitif. Mais faites attention, ce verbe à l'infinitif va avoir son propre sujet qui est différent du verbe de la principale. Maintenant, on va voir dans les exemples. Et la troisième chose, ce n'est pas une condition, c'est qu'elle a toujours comme fonction COD. Toujours COD. Donc, je répète, la proposition subordonnée infinitive est une proposition subordonnée avec une proposition principale. Elle ne peut pas avoir un mot subordonnant. Elle a toujours comme fonction COD et elle doit avoir un verbe à l'infinitif. Mais le sujet du verbe à l'infinitif va être différent du sujet du verbe de la principale. Je vais donner un exemple. Regardez, il écoutait son avocat prendre sa défense. Alors, vous avez dit avant, mademoiselle, mais tu nous as dit non, seulement on compte les verbes conjugués pour savoir le nombre de propositions. C'est vrai, mais quand le verbe à l'infinitif a son propre sujet, dans ce cas-là, c'est une proposition à part. Donc, écouter, qui écoutait, c'est il. Il écoutait son avocat. Prendre sa défense. Qui prend la défense? C'est l'avocat. Est-ce que c'est l'avocat et il? Non. Il, peut-être c'est le coupable. Donc, il écoutait, c'est la proposition principale. Son avocat, prendre sa défense, c'est la proposition subordonnée infinitive. Nature, proposition subordonnée infinitive, pas de mot subordonnant. Fonction, COD du verbe écouter. Il écoutait quoi? Son avocat, prendre sa défense. Donc, comme vous avez remarqué, pas de mot subordonnant. Le verbe à l'infinitif a son propre sujet différent du verbe principal, parce que ici le il, autre que l'avocat, et toujours c'est un COD du verbe écouter. Pour distinguer s'il y a un verbe à l'infinitif qui n'a pas son propre sujet, je vous ai donné une phrase. Regardez ici. Elle veut quitter la salle. Parce que nous, on a déjà pris deux verbes qui se suivent. Le second se met à l'infinitif. Qui veut? C'est elle. C'est le sujet du verbe vouloir. Qui veut quitter? Aussi, c'est elle. Donc ici, on ne peut pas considérer que c'est une proposition infinitive. Non, tout ça, une seule proposition, phrase simple. Mais ici, ce n'est pas le cas. Deuxième exemple. J'ai laissé mes amis défendre ma cause. Qui a laissé? Moi. J'ai laissé. J'ai laissé quoi ou qui? Mes amis défendre ma cause. Ici, le verbe défendre, qui est un verbe à l'infinitif, il a son propre sujet. Mes amis. Qui défend la cause? Ce sont mes amis. Donc, pas de mot subordonnant, c'est un COD et le verbe à l'infinitif a son propre sujet. Alors, nature, proposition subordonnée infinitive, fonction, COD du verbe laisser. Troisième et dernier exemple, j'écoute les oiseaux chanter. Donc, j'écoute
c'est la proposition principale. J'écoute quoi? Les oiseaux chanter. Qui chante? Les oiseaux. C'est le verbe à l'infinitif et qui a son propre sujet. Et c'est un COD. Donc, je répète, la proposition subordonnée infinitive est une proposition. Sans mot subordonnant, toujours COD, et le verbe à l'infinitif qui est comme le mot noyau de la proposition, il a son propre sujet qui est différent du sujet du verbe principal, du verbe de la principale. Même chose à peu près, même idée, la proposition subordonnée participiale. Mais comme son nom l'indique, au lieu d'avoir un verbe à l'infinitif, il y a un participe passé au présent. Donc, les mêmes conditions, ici sans subordonnant, ici sans subordonnant. Ici, le verbe à l'infinitif a son propre sujet. Ici, le participe passé ou présent a son propre sujet et qui est le noyau de la proposition. Mais la différence, ici c'est COD, ici c'est un complément circonstanciel. Alors, complément circonstanciel, c'est de cause ou de temps. C'est la fonction. Donc ici c'est OD toujours, ici c'est de cause ou de temps toujours. Donc si on revient à la deuxième partie, quand on a pris la proposition subordonnée de cause, on peut dire que ça peut être une proposition subordonnée conjonctive, et maintenant je peux vous dire que ça peut être une proposition subordonnée participiale. Voyons l'exemple. L'été touchant à sa fin, nous décidons de reporter notre voyage. Donc puisque c'est fini l'été, on va ajourner notre voyage, on va reporter notre voyage. Touchant, c'est le participe présent qui vient du verbe toucher. Qui touche à sa fin? C'est l'été. Donc ici, ce participe présent a son propre sujet. Alors, l'été touchant à sa fin, c'est une proposition subordonnée participiale. Elle n'a pas de mot subordonnant. Le participe présent a son propre sujet. Fonction, c'est de cause. Pourquoi on va reporter notre voyage? Parce que l'été touche à sa fin. C'est de cause. D'accord? Regardez la différence ici. Dévorée par le chagrin, elle s'est laissée mourir. C'est le participe passé, dévoré. Qui est dévoré? Ici, le chagrin, ça veut dire les soucis, les problèmes. Ça veut dire, puisqu'elle a trop de chagrin, elle s'est laissée mourir. On a compris le sens de la phrase. Alors, s'est laissé, c'est le verbe conjugué. Qui s'est laissé? C'est elle. Et qui est dévoré? Encore, c'est elle. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est une proposition subordonnée participiale, parce que pas comme ici, le participe a son propre sujet. Ici, le participe présent a son propre sujet, mais le participe passé n'a pas son propre sujet. Ici, il décrit le sujet du verbe de la principale. Donc ici, c'est une phrase simple. Mais ici, c'est une phrase complexe parce qu'il y a la proposition principale d'une part et la proposition subordonnée d'autre part. Alors, nature, proposition subordonnée participiale, fonction, c'est de cause, pas de mot subordonnant. Le participe a son propre sujet et c'est un complément circonstanciel, cause ou temps. Un autre exemple pour mieux comprendre l'idée, la somme nécessaire réunie, elles achetèrent une montre à leur mère. On a terminé, on a réuni la somme d'argent nécessaire, on peut acheter maintenant puisque la fête des mères s'approche. Et je veux dire bien sûr bonne fête à toutes les mamans. Donc, regardez la phrase, réuni, c'est un participe passé. Qui est réuni? La somme nécessaire. Donc ce participe passé a son propre sujet. Alors on peut parler dans ce cas-là de deux propositions. C'est la proposition principale, c'est la proposition subordonnée participiale, sans mot subordonnant. Le participe passé a son propre sujet. Et quand je dis, elles achetèrent une montre à leur mère, quand on a réuni la somme. Ici, c'est un complément circonstanciel de temps. On comprend l'idée. Les jurés s'étant retirés, il attendit le verdict. Une autre proposition, une autre phrase, s'étant retiré. Qui s'étant retiré? Les jurés. Attendit, c'est le verbe conjugué. Qui attendit? C'est il. Donc ici, encore deux propositions, parce que le participe passé a son propre sujet différent du sujet du verbe de la principale. Donc ça, une proposition, et ça, c'est la deuxième proposition. La première, c'est une proposition subordonnée participiale, fonction. Alors ici, c'est de temps, ça marche. Et parfois, si vous dites cause, encore ça marche, selon le contexte. Pourquoi il attend le verdict? Parce que les jurés s'étant retirés, automatiquement on comprend qu'ils vont prononcer le verdict à la fin. Ou bien, quand il attend le verdict, quand les jurés vont se retirer. Donc, c'est de temps la fonction, et ça c'est la proposition principale. Alors, même condition, je répète, ce sont les deux propositions subordonnées. Sans subordonnant, il y a participiale et infinitive. La première a comme fonction COD, la deuxième cause ou conséquence, cause je m'excuse ou bien temps. Les deux n'ont pas de mot subordonnant
Et les deux, chacun d'eux, l'infinitif a son propre sujet et le participe a son propre sujet qui est différent de la principale. Comme ça, on a visé l'objectif, on a terminé l'objectif, reconnaître et employer les propositions subordonnées infinitifs. Donc, dans cette partie, on a terminé les propositions sans subordonnant. On a déjà vu l'introduction qui était une suite de toutes les leçons déjà prises. Puis dans la deuxième partie, on a parlé de la cause et de la conséquence. Et finalement, on a fait les propositions subordonnées sans subordonnant. Comme ça, on peut dire qu'on a terminé le programme de grammaire pour cette année. Bien sûr, je serai à votre disposition pour toute information supplémentaire et si vous avez des questions. Et on va parler en groupe pour vous préciser les exercices d'application. Merci pour votre écoute et bonne journée à tout le monde.